Ma raison de faire du spectacle, c'est que le public adhère, comprenne ce que veut faire l'auteur, l'artiste ou le spectacle qui lui est présenté. J'ai eu un père qui était un grand scientifique et à cause de ses nombreux voyages, j'ai été, comme toute ma famille, un peu confié à des membres de la famille où j'ai été dans des pensionnats et puis à l'époque ces pensionnats, ils étaient un petit peu sévères. Ça m'a donné un petit côté rebelle, mais de l'autre côté, on était formés entre autres à la musique classique. J'avais un de mes cousins qui s'occupait de moi. Qui était un grand musicien et qui était entre autres à l'orchestre de Rotterdam, donc j'étais à l'orchestre de Rotterdam, et puis après il est rentré à l'orchestre de Paris, j'avais que 12 ans, et j'étais la mascotte de l'orchestre de Paris. J'ai eu la grande chance, et ça me marque encore, d'assister à la symphonie fantastique avec Charles Munch. J'étais destiné normalement à être vétérinaire. J'ai dit, bah non, je veux pas, petite rébellion comme plein de jeunes. Et je me suis mis à monter à cheval suite à ces pensionnats et puis d'autres endroits. Et il y a quelqu'un qui m'a repéré, Olivier Lafont, le frère de Lafont, le producteur, et le fils de l'éditeur, qui était un grand cavalier de complet. Il m'a mis sous son aile. Et puis il s'est avéré que j'étais un bon compétiteur, puisque j'ai fait des compétitions internationales en complet. Et au moment où j'aurais dû rester à Saumur, j'ai dit non, je vais m'y établir. Et donc c'était ma première entreprise. J'ai quitté Saumur et j'ai créé le premier centre équestre en Val-de-Loire. Ma vraie passion, je m'en suis aperçu encore un peu plus tard, c'était pratiquement de danser avec le cheval, d'imaginer des mouvements, etc. Et j'ai découvert qu'avec de la fumée, des lasers, etc., on pouvait arriver avec un cheval blanc qui sortait d'images sur une musique de Pink Floyd. Et puis les gens, ils trouvaient ça très beau. Donc moi, j'étais content. J'ai dit, je vais continuer là-dessus. Et après, il y a eu le début des grandes scénographies. Maintenant, il y a le Puy du Fou, il y a Grand Spectacle de Saint-Fargeau, il y en a d'autres. À l'époque, c'était tout petit. Donc j'ai dit, je vais faire comme eux, c'est sympa. On va mettre des chevaux, des enfants, des adultes. On va raconter la vie de la campagne, la vie des chevaliers, etc. Et donc il fallait des systèmes de son et de la lumière. Donc je me suis mis à travailler là-dedans, jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Jacques Trossat. Jacques Trossat, qui est d'origine du nom de Star. Et donc ça remonte à avant 1990. C'était un sonorisateur sur le premier Zénith de Paris. Une leucémie, et il est parti très tôt. Il a fait les premiers groupements d'achat, maintenant c'est courant, mais ça ne se faisait pas à l'époque. Et il avait, alors lui, la méthode américaine. C'est Goldwyn, drapeau américain, et marqué Star. Et comme il était en train de se développer, il a dit, ça serait bien que tu t'appelles Star comme moi, parce que ça ferait un grand groupe comme ça. L'entreprise que j'avais créée de son lumière, elle s'appelait, c'était pareil, petit clin d'œil, LST, Light Sound Technology. Donc j'ai dit, moi je garde le nom de l'entreprise, on va mettre nom commercial Star. Pour monter une entreprise, il faut avoir des idées, il faut avoir des envies, il faut avoir envie d'autonomie, il faut aimer le risque. Mais il faut aussi avoir de l'argent. Alors là, comme chef d'entreprise, ça j'en suis vraiment content. Moi, j'étais un bon leveur de fonds. Tant que j'étais dans l'entreprise, c'était ce qu'on appelle une petite structure. On faisait 1 million, 1,2 million de chiffre d'affaires. En structure, je crois en même temps, on devait être 4-5. Et pour être technicien à Star, c'était un petit peu spécial, il fallait se faire pupitrer à la note. Il fallait être capable de pupitrer, d'envoyer telle ou telle lumière à tel moment, et on avait appelé ça « voir ce que l'on entend ». Dans notre profession, on a eu beaucoup tendance à nous traiter de poseurs de moquettes, et ben non, on sait faire un certain nombre de choses. On n'est pas ni plus ou moins important que le producteur, que l'artiste, voilà. La technique fait partie du système. Et donc pour faire ça, il fallait forcément avoir un rôle de direction technique, voire de direction artistique, voire de conception.
Quand on parle des patrons, on oublie que les patrons, des fois, ils sont aussi beaucoup sur le terrain. J'étais le gars qui veut dormir avec ses techniciens, quoi. Mais il faut savoir évoluer. Ma capacité, c'est de dire, j'ai une formation classique, je sais ce que c'est que de l'opéra, je sais ce que c'est que de la danse. Maintenant, je suis capable de connaître tous les pas qui se font sur un ballet en mémoire. Et donc, je dis, moi, on va en faire notre spécialité. J'ai fait le premier Olympia, par exemple, de Pietragala sur un thème de Caroline Carlson. Ça nous a permis d'aller en Allemagne, au Japon, en Chine, à Macao, en Espagne, en Tunisie. On suivait tous ces créatifs et on avait la réputation de savoir le faire. L'idée que j'avais, c'était que comme on était spécialisé dans l'éclairage et que c'était bien, et que pour moi c'est une spécialité, mes autres collègues qui étaient plutôt spécialisés dans le son, ou d'autres dans la vidéo, ou d'autres dans la câblerie, c'était normal. Pour moi, c'est des métiers différents. On va travailler ensemble et ça va être très bien. Il s'avère que en France, c'est pas possible, ou très difficile. Donc, on a commencé à développer de la structure et des scènes et de l'éclairage. Je pense qu'on sera jamais un énorme grand groupe. Par contre, alors ça, par contre, j'en suis même fier. Je pense qu'on est une boîte très influente dans le milieu, et notamment le milieu de la création. Star, d'un seul coup, s'est retrouvée, petite boîte de province qui faisait des petits spectacles de rien du tout. Elle s'est retrouvée à devoir trouver des solutions pour le grand maître Roland Petit au Ballet de Marseille. Et puis au Ballet de Marseille, Roland Petit, c'est une institution. C'était le début de l'éclairage asservi. Il y avait un thème sur le champagne. Alors maintenant, c'est une évidence, mais... Et avec les asservis, on arrive à faire des bulles, des choses comme ça. On commence à... Bon, en fait, on lui fait 3-4 cues. Roland Petit, le maître, rentre. Il regarde la lumière et il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et moi, je lui dis « Maître, je me suis inspiré de tout ce que vous m'avez expliqué, de ce que vous m'avez dit. » Il dit « C'est parfait. Rajoutez quelques bulles. » Donc on a commencé à ça, et ça nous a fait une réputation dans la danse. Avant que j'intervienne notamment sur Roland Petit, il n'y en avait pas. J'ai réussi à convaincre des créatifs que ça allait les servir, que ça allait servir leur imaginaire, le beau. J'ai plus plaisir quand, par exemple, j'ai travaillé sur on appelait ça les petites formes, avec Pietragala, qui était en train de ramper au sol avec une seule découpe, qui mettait sa main dans la lumière, puis sa main, puis son visage, etc. Je suis le seul à voir, moi, sur des festivals, accueillir des gros groupes de rock au noir. Et moi, ça m'a paru plus important que vous écoutiez que de les mettre dans la lumière. Bien sûr, la lumière arrivait, puis on construisait. Moi, mon genre, c'est de servir, c'est-à-dire de faire du spectacle et pas du spectaculaire. C'était compliqué de rentrer dans les zéniths, c'était compliqué de rentrer sur de l'institutionnel parisien. Il se trouve qu'à cause du passé, j'ai pu rentrer au Quai Branly parce qu'il y avait un appel d'offres sur comment accueillir, travailler, éclairer sur des choses qu'on ne connaissait pas, des peuples qui venaient de présenter leur tradition, leur savoir. Dans les entretiens qu'il y a eu avec le conservateur, j'ai dit, mais écoutez, quand on fera les Inuits, vous aurez froid, et quand on fera les Maliens, vous aurez chaud. Quand on fait le cycle du Mahabharata, où on se retrouve avec une équipe japonaise en papier du Japon, où qu'il faut n'éclairer qu'au par 16. Donc ça, c'est des moments d'harmonie, de beauté, parce qu'on se dit, les gens qui vont venir, le public, il va comprendre, c'est des gens qu'on ne connaissait absolument pas. Alors là, le Quai Branly, ça a été un événement fantastique. En plus, pour eux, on a fait, dans celui-là, des spectacles, des réceptions, etc. On arrive là en 2011. Le matériel avait pris de l'importance quand même chez nous, à Bourges, il y en avait à Paris, il y en avait à la Tuilerie, donc une autre entreprise que j'ai. J'ai dit finalement, je vais rester à Briare et on va faire tout notre entrepôt ici. On va faire un lieu de répétition, et ce lieu de répétition, c'était
En fait, une scène. Les comédies musicales, parce que c'était un peu le début, la danse, c'est les comédies musicales. Ils vont pouvoir donc répéter et on va pouvoir faire en fait tout ce qui se passe sur le plateau. Alors, nous, on appelle ça le studio, mais au début, c'était le pôle technique du spectacle vivant. Et donc, on a fait un plateau où dedans, des SMI peuvent rentrer, on a 6 tonnes au mètre carré. On a dit qu'il faut accrocher tout ce qu'on peut, n'importe quoi, des décors, des ci, des ça, parce qu'il n'y a pas que l'éclairage sur certains spectacles. Donc on a fait une structure de 12 mètres de haut avec 60 mètres d'accroche, et on a fait surtout une boîte noire. C'est-à-dire que alors qu'on avait fait ça pour faire des répétitions, plutôt pour les comédies musicales, la danse, etc., d'autres demandes, qui ont carrément surpris, c'était le cinéma. J'ai eu que des belles rencontres de ma vie. Et puis un peu plus tard, sûrement des derniers films en argentique, c'est Les Garçons Sauvages qui sont arrivés. Et là, ils avaient décidé de rentrer un bateau, c'est rentrer en SMI, des grues et tout, un bateau, un fond pour faire les orages. Il a fallu rentrer les tuyaux de pompiers directement dans le studio parce qu'ils envoyaient des baignoires entières pour faire des orages. Ils ont mis du sable, du talc, etc. Et le studio, il a bien resté parce qu'il est fait pour ça. Et puis, je maintiens le confort de s'exiler un peu des métropoles et puis de prendre son temps. Chez nous, on prend son temps. C'est un ERP, c'est considéré comme une salle de spectacle, c'est de 700 places qui a produit ses propres spectacles, notamment les nuits de Zigane. On faisait des thèmes sur les nuits. Après, on a dit on va faire Illusion magique, et on a fait pendant presque 10 ans des spectacles, mais que pouvaient même pas s'offrir des grandes métropoles. Quand je suis arrivé dans le milieu du spectacle vivant, tout de suite, j'ai dit, mais qui organise? Il n'y avait pas trop. Et c'était le début du syndicat du Saint-Paz. Et on se retrouvait dans une cave, enfumée, parce que Dominique Borde fumait beaucoup, enfumé, à commencer à s'occuper de notre métier. Le label, c'était juste pour dire, mais certains travaillent comme ils veulent, mais nous, on travaille bien, et donc on va le faire savoir. Tout ça, bien sûr, avec Dominique Borde, à l'époque. Et que j'avais remarqué une chose, c'est qu'on avait beaucoup de techniciens qui n'avaient pas de complémentaire santé, qui étaient mal lotis, et puis qu'il y avait une grande bataille entre le spectacle vivant et l'événementiel. J'étais président du Saint-Paz, et pendant 5 ans, j'ai négocié les conventions collectives avec un but d'unifier tous les techniciens, toutes les techniques, c'est-à-dire le fameux truc événementiel et spectacle vivant. Et je me suis retrouvé à discuter avec Patrick Ferrier de la CGT. Et tout le monde sait que dans le cinéma, dans le spectacle vivant, la CGT du spectacle, c'est un monde. On a réussi à atténuer un certain nombre de choses, et on a réussi à créer cette convention collective. Un jour, on m'a dit, c'est fini pour toi. Je suis parti. C'est simple, la vie. Puis j'ai jamais dit, je vais être l'ancien, le passe, le je sais pas quoi, etc. On revient à sa campagne, et c'est parfait. Nils, mon fils, travaillait comme éclairagiste, pupitreur, mais aussi comme directeur technique. En famille, ça n'empêche pas le développement. Nils, il est en train de développer énormément la boîte. Les fournisseurs, par exemple, en éclairage, en son maintenant, ils suivent de très près ce que Nils fait. Cocorico, qui est un gros festival leader propre à nous, mais aussi, là, par exemple, il est sur le tour vibration. C'est pas rien. Il faut, des fois, savoir passer la main et laisser la place à de nouvelles forces. Les gens, quel que soit leurs âges d'ailleurs, ont souvent de nouvelles intelligences, de nouvelles manières de faire. Il faut les laisser faire. Tout ce que j'ai adoré, c'est-à-dire le manouche, le circassien, moi, aller en roulotte et tout, c'était moi. Ça, pour être clair, c'est fini, je crois. De partir, ça m'a été, mais alors d'aucun souci, surtout que je suis revenu à mes anciens amours. Maintenant, j'ai planté 4500 arbres. Je suis heureux comme tout, bien sûr en famille, mais aussi avec mon chien, mes canards et tout. Oui, je suis revenu à une vie sympathique. Et moi, je trouve que c'est bien.